C'est un grand plaisir d'être ici et de participer à ce colloque Italie-Québec. J'étais beaucoup de fois à Québec à l'avance, mais je ne suis jamais venu ici à Lévis. Et la première fois que je suis venu à Québec, je me suis endormi parce que j'étais très fatigué. C'était 74 après le Congrès mondial de sociologie et je n'ai rien vu. J'ai perdu la vie de Québec. Alors, je m'excuse, je vais chercher de contrôler les temps parce que ce n'est pas facile. J'ai fait une petite conférence en deux parties et dans la première partie, si vous voulez, je vais chercher d'aller vite, mais l'idée, c'est de vous faire voir le cadre théorique comparatif parce que c'est ça qui nous permet, si vous voulez, vous pouvez ne pas être convaincu que il n'y a pas seulement ce cadre, mais moi j'utilise pour comparer surtout des concepts polanyiens. C'est le concept de double mouvement et de l'idée que les sociétés modernes sont toujours en mouvement parce que le marché déstabilise la société et la société est nécessaire et reconstituée tout le temps. Et l'autre concept très fort de Polanyi, c'est qu'il y a trois modalités d'interaction qui se mixent dans les sociétés, c'est-à-dire le marché, les relations d'échange pures, la réciprocité, la communauté, la famille, et comme ça, et la redistribution, l'État, le pouvoir. Alors, famille, pouvoir, marché, c'est des concepts, et dans la modernité, c'est le marché qui cherche de dominer, hein, et tout le temps, il désencastre la société et la société est réétablie par des relations de réciprocité et de redistribution. Alors, on peut passer à la deuxième. Hein, c'est moi qui... Je peux faire ça ou non? Non. Comment on fait à passer à la... Comme ça. Oui? Ah, voilà. Alors, le contexte théorique, c'est la construction de sociétés capitalistes industrielles, industrialisées modernes, où c'est la logique de l'État capitaliste industriel, c'est la construction, et voilà, ça, il y a déjà les territoires, la construction d'une modernité centralisée et homogène. Hein, il n'y a jamais une société qui est totalement centralisée, il n'y a jamais une société qui est totalement homogène, mais l'idée, c'est la logique de construction du capitalisme, c'est modernité centralisée et homogène. Et alors, il y a dans cette construction toujours un tentatif, surtout guidé par le marché, mais aidé par l'État national redistributif, de contraste au localisme, familisme et communautarisme. Mais c'est le localisme, le communautarisme et le familisme sont résistants, hein, et voilà, et c'est le mouvement de construction qui nous donne ce qui se passe. Les piliers, l'État-providence capitaliste devient très fort pour aider la croissance, hein, et c'est une interaction État-marché,
et surtout, c'est toujours plus fort, la santé, l'éducation, les retraites, et c'est des institutions qui sont plutôt nationales. Et le prototype des sociétés, moi je vais parler de deux périodes, hein, Benoît Lévesque après va parler de 3 générations, moi je vais parler de 2 périodes, la construction, très vite, la construction de welfare capitalism, hein, des 30 glorieuses, et la déstabilisation après les 30 glorieuses. Alors, pour aller vite, voilà, dans un cadre polanien où il y a l'État, le marché et la réciprocité, les 30 glorieuses, qui sont glorieuses seulement pour les États industriels capitalistes du nord du monde, ils ne sont pas glorieuses du tout dans le reste du monde, parce qu'ils sont battus, ils sont construits par les revenus d'échange inégal avec le sud du monde, hein. Mais cet échange inégal crée un système qui est en équilibre, Marshall dit, un équilibre tout à fait fragile qui est surtout bâti par l'idée qu'on contraste ce qu'on peut des inégalités. Alors, c'est dans ces pays-là, il y a moins d'inégalités, et parce que l'idée, c'est de les tenir fortement en place avec un contraste des inégalités. Quand les inégalités passent un certain niveau, dans les années 70, l'équilibre se casse, hein, et il y a une transition vers une société qu'on appelle post-industrielle, mais qui est surtout une société sans équilibre. L'équilibre est donné et est très différent, est différent dans des différents pays. C'est toujours un équilibre qui est battu par un morceau d'État-providence qui peut être très fort ou moins fort. Il est très fort dans les États scandinaviques, social-démocrates. Et alors, il y a un modèle social-démocrate. L'autre, c'est la croissance économique et la croissance du marché, la marchandisation. Et là, c'est l'institution centrale, c'est l'idée que les travailleurs sont protégés et ils sont payés, les travailleurs, les pères de famille sont protégés et ils sont payés un salaire, un revenu de famille, hein, et avec l'État-providence lui donne la surveillance de la famille, et les pays anglo-saxons ont des salaires plus forts, et alors les États-Unis, qui sont le cas exceptionnel d'un monde de marché, hein, d'un équilibre fondé sur le marché, payent beaucoup, et ils n'ont pas beaucoup d'État-providence parce que les salariés sont bien payés. Mais la plupart des pays, hein, sont des pays où il y a une combinaison avec une famille nucléaire stable et un grand effort des femmes dans le travail domestique et de care, hein, et l'idée, c'est partielle ou totale, qu'il y a une femme qui s'occupe du ménage et de la terre. Ça reste en équilibre juste aux années 70, quand les grandes crises du prix de matières premières, hein, on peut parler, maintenant on est dans une crise similaire, d'accord, ont déstabilisé complètement ce modèle,
et ça commence une période où il y a un très fort déséquilibre. Et comme disait Giovanni Arrighi, on passe d'une période où il y avait l'idée dans les pays industrialisés, c'était de donner la priorité à la protection sociale, à une période où l'idée, c'est de donner la priorité à la croissance, hein, à l'accumulation et à la croissance. Et alors, on a la fin, partout, on a la fin du breadwinner, de père de famille. Il y a une déstabilisation du travail, et il y a une déstabilisation des ménages familiales qui sont beaucoup plus instables, et il y a une révolution même dans le système d'État-providence, où il y a, sur la question des territoires, il y a un moment où il y a la centralisation de l'État national est mise en crise, hein, par la nouvelle instabilité, et ça devient beaucoup plus important partout, hein, dans tous les cas, le système local. Hein, le système local devient beaucoup plus important. Alors, je parle de l'Italie. Voilà. Alors, le cas italien est clairement un cas où il y a une intervention très forte des ménages qui ne sont pas seulement des ménages nucléaires, mais qui sont aussi des ménages avec des rapports intergénérationnels, qui interviennent dans l'économie, et où il y a beaucoup des petites entreprises, hein, c'est les petites entreprises de la Terre Italie, mais c'est aussi les petites entreprises de la première Italie, des artisans, les petites entreprises même du sud du pays, où il y a la famille qui travaille pour retenir la famille, et la famille intergénérationnelle qui travaille pour protéger les membres de la famille. Alors là, c'est une caractéristique qui est très diffusée dans le sud d'Europe, qui presque partout est équilibrée avec un taux d'emploi au commencement des femmes qui est très faible, hein, parce que les femmes sont très prises par leurs tâches de protection familiale. En plus de ça, et ça c'est très important pour comprendre l'Italie, il y a une fracture, c'est le système, il y a partout des différences locales et des inégalités, il y a des régions qui sont plus développées, des régions qui sont moins développées, mais seulement en Italie, il y a une fracture très très nette entre le nord et le sud. Le nord est plus industrialisé, il a beaucoup d'industries, et même pendant le période, les 30 glorieuses, l'industrie du Nord se reprend très bien, et l'industrie devient, dans un deuxième moment, on va le voir, va se rediffuser dans la transition post-industrielle, parce qu'il va y avoir la très grande croissance du Made in Italy, et dans le Nord et dans le Centre, et il va y avoir une grande réindustrialisation, tandis que le Sud est resté toujours en arrière. Hein, et ça est aussi complémenté par le fait qu'il y a un État qui est toujours très faible, comme dans tous les autres pays de l'Europe du Sud. L'État, même quand c'est un État autoritaire, il n'a pas, et il a été
beaucoup de temps un État autoritaire pour compenser sa faiblesse, si vous voulez, avec une violente intervention. L'État est très faible et il a dû en tout cas accepter la persistance du localisme, des communautés, des entreprises sociales. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter avec le Québec, l'importance de la coopération et l'importance de la organisation locale. Et dans le modèle italien, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a une faible régulation et une très forte évasion fiscale qui fait que le contrôle de l'État sur l'économie est très faible, hein, est toujours très faible. Voilà, la transition italienne post-industrielle, c'est que dans cette phase, l'Italie, si vous voulez, c'est le moment où on s'aperçut de la troisième Italie et on voit comment c'est important l'économie locale et la spécialisation locale de l'économie. Mais ça, c'est seulement dans la troisième Italie et dans la première Italie, mais elle coupe dehors complètement le Sud. Et le Sud, qui avait progressé un petit peu dans le procès d'industrialisation, parce qu'il y avait eu dans l'après-guerre, avec l'argent de la reconstruction du plan Marshall et après de l'État qui était en train de bâtir les infrastructures nationales, ils avaient décentré quelques industries, mais les industries lourdes qui ont été les plus faibles pendant le procès de réorganisation mondiale. Et alors, le Sud est entré dans une crise de l'emploi permanente où surtout les jeunes et les femmes avaient des très grandes difficultés d'entrer dans le marché du travail. Pensez que aujourd'hui, les femmes du Nord ont dépassé le taux d'emploi du 60%, qui n'est pas est presque au-dessus de la moyenne européenne, mais le taux des femmes dans le sud d'Italie, il est à 30%, alors moitié. Alors ça veut dire qu'il y a dans le Nord le double de familles avec deux salaires, et dans le Sud, il y en a moitié. Hein? Alors, les familles qui ne sont pas tellement riches, mais qui ont une possibilité bien de survivre, parce qu'ils ont deux personnes qui sont à l'emploi, sont très peu dans le Sud. Et dans le Sud, même le taux d'emploi des hommes est baissé et moins que le taux d'emploi des femmes au Nord. C'est quelque chose d'absolument incroyable pour tous les pays industrialisés. Il n'y a pas un autre pays industrialisé où il y a un tiers du pays qui est tellement différent de l'autre tiers. L'autre question, c'est que dans le changement, la réindustrialisation du Nord a été battue par le fait qu'il y a eu une très grande vague. L'Italie, c'était un pays d'émigration, et ce n'était pas seulement un pays d'émigration du Sud, hein, c'était un pays d'émigration même du Nord. Hein, aussi dans le premier après-guerre, dans les années 40, il y avait une très forte émigration de les régions du Veneto, des régions de la montagne, qui se sont, dans le procès de changement industriel, se sont déplacés et sont allés même à l'extérieur. Il y a
il y a des morceaux des États-Unis, de l'Australie et peut-être aussi du Canada, où il y a surtout des immigrés italiens qui viennent du Nord, pas seulement du Sud, mais surtout du Sud. Et il est devenu, après, l'Italie est devenue un pays d'immigration et où l'immigration a été plus fort, beaucoup plus fort, et de tous les pays du monde sont arrivés en Italie, et maintenant la population italienne est peut-être moins multiculturelle que dans des autres, mais elle a entre 10 et 15% de la population italienne sont d'origine immigrée, et il y a déjà beaucoup de deuxième génération d'immigrés, même en Italie. Alors là, et le problème est la crise chronique de l'emploi au Sud et les problèmes d'insertion sociale des immigrés au Nord. L'insertion économique a été se passer bien parce que surtout il y avait toujours plus besoin, avec une crise démographique très forte, il y avait toujours plus besoin d'immigrés, mais l'intégration sociale et l'intégration dans les communautés, surtout dans les petits pays, mais dans quelle grande ville, a été très problématique, surtout dans le Nord. Et je viens à la dernière, ça je conclue très vite. On a un pays qui est, mais David va parler après de la pauvreté, un pays qui a de très fortes inégalités, comme presque tous les pays, parce que quand on a perdu l'équilibre du welfare capitalisme, tous les pays sont devenus plus inégaux, l'emploi devient toujours plus flexible et plus fragmenté, et partout, et en Italie aussi, et il y a toujours plus des inégalités spatiales entre le Nord et le Sud, et l'État faible n'a pas pu prendre contrôle d'un marché qui faisait beaucoup de dommages dans le domaine social. Alors, le Covid a augmenté ces inégalités, et la guerre et la grande inflation qui commence maintenant, qui est déjà arrivée à un certain point, promet de faire augmenter beaucoup les inégalités et beaucoup les difficultés des personnes qui sont déjà en difficulté, des catégories qui sont déjà en difficulté. La catégorie qui est plus en difficulté, c'est les jeunes qui entrent dans le marché du travail, et c'est les jeunes qui ont souffert dans l'école une augmentation d'inégalité parce que l'école à distance a produit, surtout pour les enfants et les plus jeunes, une très forte différence entre les gens qui avaient les moyens pour s'adapter au Covid et les gens qui n'avaient pas les moyens. Et ça se transmet dans l'abandon scolaire, qui est assez fort, et après, dans la difficulté de trouver un bon travail. C'est très difficile pour tout le monde dans le marché du travail flexibilisé, mais l'Italie est le pays européen qui a un pourcentage de jeunes qui sont not in employment, training and education plus haut que tous les autres pays. C'est des gens qui ne sont pas, qui ne trouvent pas de travail. Et entre ça, il y a aussi des gens qui, il y a l'autre part des jeunes qui ne sont pas des nets, sont
mal employés, hein, sont très faiblement employés, et il y a une partie des jeunes qui sont bien employés, mais ça, c'est une polarisation très nette avec le pôle des jeunes qui ont un bon travail et le pôle des jeunes qui ont un mauvais travail ou n'ont pas un travail, qui est très répandu. Il y a un paradoxe dans cette polarisation parce que en général, l'Italie est un pays à très bas salaire, hein, en comparaison. Alors, si vous êtes un jeune qui est tout à fait près de la Suisse ou de la France, vous allez travailler ailleurs, hein, et il y a une très forte immigration et une très forte immigration de proximité parce que les salaires en Italie sont très bas. Et comme les salaires sont très bas, les employeurs qui veulent payer un bas salaire ne trouvent pas de travailleurs, hein, parce que surtout dans le Nord, où le coût de la vie est très fort, c'est difficile de survivre avec un salaire qui est très faible comme le salaire italien. Alors là, la situation est assez difficile et l'État redistributeur est toujours un État redistributeur faible, avec une classe politique qui est en crise et qui n'est pas capable de maintenir sous contrôle la situation. Et alors, on a les exemples, c'est qu'on fait recours tout le temps à des technocrates et à des idées de retenir tous ensemble parce qu'on est en très grande difficulté. Hein. Si vous pensez le moyen de gouverner l'Italie, c'est toujours plus un moyen où on prend quelqu'un qui gouverne l'Italie parce qu'il a la capacité technique, parce qu'il a le prestige en Europe, parce qu'il est capable de parler avec les Européennes et pas parce qu'il a un succès électoral très fort. Hein. Même quand le mouvement 5 étoiles, qui est la nouveauté qui est déjà disparue, presque en disparition, la nouveauté du système politique italien, quand il a pris un tiers de l'électorat, le gouvernement a été inventé avec un avocat qui personne ne connaissait et qui avait une idée de donner quelque chose de technocrate au gouvernement où il y avait surtout les 5 étoiles. Voilà, et alors là, c'est les perspectives négatives, si vous voulez, du cas italien. Mais j'ai mis quelques faits positifs pour ne pas vous saluer seulement avec de mauvaises nouvelles. Et je dis, voilà, c'est vrai que la population est plus consciente de ce qui se passe et a été mise en alarme par le Covid. Hein. Alors maintenant, tandis qu'il y a 5 ou 6 ans, personne n'était vraiment intéressé à la pauvreté, à les inégalités, à l'instabilité économique. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont conscients et qui cherchent une solution. Ça a obligé le marché, l'État d'intervenir beaucoup, hein, même sans une ligne de construction, hein, parce que peut-être il n'y a pas des lignes post-industrielles de construction d'une alternative de transition écologique et économique valable. Mais il y a toujours, au niveau local, comme il y a toujours eu, des formes de solidarité qui sont importantes et qui sont innovatives en même temps.
Et le programme européen d'intervention économique qui va arriver et qui est en train d'arriver, avec beaucoup d'investissements européens qui ne sont pas dans le dette italien, peut être concentré dans le sud et faire quelque chose de nouveau sur le sud. Voilà, ça c'est, si vous voulez, c'est peut-être des bonnes nouvelles. On ne sait pas comment s'ils vont gagner sur les mauvaises nouvelles, mais la situation italienne, c'est un peu comme ça. Merci.